l'appel PF 2023 aujourd'hui. Alors, à qui s'adressent ces bourses? Eh ben, elles s'adressent aux chercheurs postdoctoraux, alors on va dire jeunes chercheurs, parce que même un jeune titulaire, s'il respecte bien entendu les règles et les conditions d'éligibilité, pourrait participer. Et quand on dit chercheurs postdoctoraux, c'est surtout qu'on souligne le fait qu'il soit titulaire d'un doctorat. Il est obligatoire d'avoir soutenu sa thèse avant la date de clôture de l'appel, donc avant le 13 septembre 2023. Et il ne faut pas avoir dépassé, enfin, ne pas avoir plus de 8 ans d'expérience dans la recherche. Alors, ça veut dire quoi d'expérience dans la recherche? Ça veut dire qu'à compter de l'obtention de la thèse, eh ben, on va regarder tous les contrats de recherche ou financements obtenus dans la recherche et il ne faudra pas que ça fasse plus de 8 ans. Bien entendu, il y a des exceptions qui peuvent intervenir et qui peuvent élargir cette fenêtre d'éligibilité. Donc, parmi ces exceptions, on va avoir des interruptions de carrière, si vous avez travaillé, mais en dehors de la recherche, si vous êtes parti élever des chefs dans l'Arzac, bien entendu, ça ne comptera pas dans les 8 ans d'expérience dans la recherche. Si vous êtes parti faire de la recherche en dehors de l'Europe, ou encore pour tout congé prolongé, que ce soit des congés de maternité, de maladie ou autre. Et l'idée, bien entendu, c'est de mettre en œuvre un projet de recherche via une mobilité européenne ou internationale et renforcer les compétences et le potentiel créatif, donc des candidats qui déposeront une candidature. Alors, qui candidate? Quand on parle de bénéficiaire, c'est vraiment l'organisme. Donc, ça peut être une université, un organisme de recherche, une entreprise, peu importe le secteur, mais en tout cas, c'est dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Et ensuite, c'est le chercheur candidat, le jeune chercheur, qui va déposer conjointement avec son encadrant. C'est le projet du jeune chercheur, mais bien entendu, l'encadrant va devoir lui fournir quand même certaines informations. Donc, c'est quand même écrit un petit peu à quatre mains. Et cet encadrant se trouve au sein de l'organisme bénéficiaire. Et alors, vous allez avoir deux options, deux possibilités. Soit d'un côté, vous aurez les European Postdoctoral Fellowships et de l'autre, vous aurez les Global Postdoctoral Fellowships. Et dans les slides qui vont suivre, nous allons bien entendu voir la distinction entre les deux. Juste petit rappel avant. L'appel 2023, si vous cliquez sur le lien, vous irez directement sur la page de l'appel, est ouvert depuis le 12 avril dernier et il sera ouvert jusqu'au 13 septembre de cette année, donc 2023. Il faut quand même noter qu'il y a toujours un appel par an. Donc, si jamais, là, votre projet, il n'était pas complètement ficelé, vous avez encore un peu de temps, mais si jamais vous ne sentez pas de déposer cette année, ou vous allez avoir votre thèse, mais après le 13 septembre, c'est pas grave, il y aura un appel l'année prochaine, à la même période, d'avril à septembre. Donc, pas d'inquiétude. Alors maintenant, côté European Postdoctoral Fellowships, la philosophie, c'est une mobilité de n'importe où dans le monde vers un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. La durée de ce type de bourse, c'est minimum 12 mois, maximum 24 mois. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez au milieu. Si vous voulez faire que du 18 mois, 19 mois, pas de problème. La règle de mobilité qui va s'appliquer ici, elle est la suivante. Il ne faudra pas avoir passé plus de 12 mois au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de clôture, donc avant le 13 septembre, dans le pays du bénéficiaire. Donc typiquement, un Australien qui voudrait venir en Espagne, il ne faudra pas qu'il ait passé plus de 12 mois au cours des 3 dernières années en Espagne. Quand on dit ne pas avoir passé, c'est ne pas avoir travaillé ou ne pas avoir résidé. Les deux sont pris en compte pour jauger cette règle de mobilité. Au niveau du candidat, peu importe la nationalité, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. On l'a dit juste avant, il faut être titulaire d'un doctorat, c'est obligatoire, et moins de 8 ans d'expérience dans la recherche à plein temps. Ici, on vous a mis en note de bas de page la liste des pays associés à Horizon Europe. Et vous avez exactement la même chose ici. Côté Global Postdoctoral Fellowship, maintenant, la philosophie est complètement différente, puisque là, l'idée, c'est d'avoir deux phases. Vous avez d'abord une phase de mobilité vers un pays tiers, puis qu'on appellera phase aller, et ensuite, vous aurez une phase retour obligatoire dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. Ce type de bourse dure de 24 à 36 mois. La phase aller fait obligatoirement entre 12 et 24 mois, et la phase retour fait obligatoirement 12 mois. Et là,
la règle de mobilité, attention, elle ne s'applique pas sur l'État membre ou le pays associé qui va déposer le projet, enfin l'organisme avec lequel le candidat va déposer son projet. La règle de mobilité va s'appliquer sur la phase aller, donc sur le pays tiers. Donc cette fois-ci, il ne faudra, si par exemple il y avait un Allemand qui déposait une bourse avec le Japon, eh ben, il ne faudrait pas que cet Allemand ait passé plus de 12 mois au cours des 3 dernières années au Japon pour pouvoir être éligible. Ici, il y a par contre un critère de nationalité qui va s'appliquer. Attention, les Global Postdoctoral Fellowships ne sont possibles que pour les natifs d'un État membre ou d'un pays associé ou un résident longue durée. Qu'est-ce qu'on entend par résident longue durée? C'est une personne qui a vécu au moins 5 ans consécutivement dans un État membre ou pays associé à Horizon Europe. Donc typiquement, quelqu'un qui aurait vécu de sa naissance à ses 5 ans en Europe, mais qui après aurait migré je ne sais où aux États-Unis par exemple, parce que ses parents auraient été mutés là-bas, eh ben, il sera toujours éligible pour déposer une candidature dans le cadre d'une Global Postdoctoral Fellowship. Encore une fois, il faut être titulaire d'un doctorat et moins de 8 ans d'expérience dans la recherche. Ça ne change pas. À côté de ces bourses, ça c'est l'idée principale. Vous allez aussi avoir des options. Alors, quand on dit option, bien entendu, ça veut dire que ce n'est donc pas obligatoire. Rien ne vous oblige à le mettre dans votre proposition. Mais à l'inverse, si vous en ajoutez une de ces deux options, voire les deux, il faut que ce soit dûment justifié pour votre projet. C'est-à-dire que ça a une vraie plus-value pour votre projet, que ce soit en termes d'acquisition de compétences, en termes d'accessibilité à une technologie de pointe, ou pour exploiter des résultats, etc. Mais il y a une vraie raison de mettre ces options. Alors, quelles sont ces deux options? La première, ce sont les secondments. Les secondments, ils interviennent durant la bourse. Ce sont des mobilités que vous allez effectuer vers un autre organisme que le bénéficiaire. Donc, par exemple, vous avez déposé une bourse, une European Fellowship avec l'Espagne. Donc, votre bénéficiaire, il est en Espagne, mais vous dites, eh ben, pendant 3 mois, je vais aller, je ne sais pas, en Slovénie, parce qu'ils ont une technologie de pointe qui n'est pas disponible dans mon laboratoire, qui n'est que en Slovénie, et dont j'ai besoin pour pouvoir poursuivre ma recherche. Donc, voilà l'idée d'un secondment. Donc, c'est vraiment durant la bourse. Dans le cadre des European Postdoctoral Fellowship, ça ne peut être plus long qu'un tiers de la durée totale de la bourse. Donc, comme c'est 24 mois maximum, eh ben, vous aurez jusqu'à 8 mois maximum de secondment. Sachant que ces 8 mois sont fractionnables, donc vous pouvez très bien dire, je vais faire 1 mois, 2 mois chez un organisme A et puis 3 ou 4, le mois 3 et le mois 4, pardon, dans un organisme B, ou dire je vais faire que 2 mois chez un seul autre organisme. Voilà, c'est tout à fait modulable. Pour les Global Postdoctoral Fellowships, vous avez jusqu'à un tiers, mais de la phase aller. Attention. Donc, comme la phase aller ne peut être supérieure à 24 mois, là aussi, vous aurez jusqu'à 8 mois maximum de secondment. Quand est-ce qu'on peut faire un secondment? Dans une European Fellowship, à n'importe quel moment durant votre bourse. Dans la Global Postdoctoral Fellowship, c'est interdit durant la phase retour. Ce ne sera que durant la phase aller. À noter que pour les Global Postdoctoral Fellowships, avant de partir dans un pays tiers, vous avez tout à fait la possibilité de faire jusqu'à 3 mois de secondment chez votre bénéficiaire en Europe. Mais attention, c'est ce secondment de démarrage, on va dire, il est comptabilisé dans votre phase aller. Donc, si vous vous dites, OK, je dépose avec une université française, par exemple, vous voulez aller aux États-Unis, mais vous dites, je vais d'abord faire 2 mois dans mon université française, histoire de bien tout caler avec mon encadrant, comment on va travailler, etc. Et après, je partirai. Dans ces cas-là, vous allez bien faire vos 2 mois dans l'université française, mais vous ne ferez plus que 22 mois, si vous vous étiez dit que c'était 24 mois votre phase aller, aux États-Unis. Ça peut avoir lieu n'importe où dans le monde et dans n'importe quel secteur. Donc ça, c'est la nouveauté Horizon Europe, parce qu'avant, c'était que États membres et pays associés. Maintenant, c'est n'importe où dans le monde, voilà, et n'importe quel secteur. Et il n'y a pas besoin d'être d'engagement de la part de l'organisme qui vous accueillera durant le secondment. La nouveauté Horizon Europe, ce sont les non-academic placements. Donc, c'est votre deuxième option. Et là, elle n'intervient pas durant la bourse, mais bien après la bourse. C'est-à-dire que si vous demandez un non-academic placement, ça sera ajouté, par exemple, à votre bourse de 24 mois en European Fellowship. Donc, vous aurez un financement. Si vous dites que vous faites un non-academic placement de 6 mois, et vous aurez 24 plus 6, donc vous aurez 30 mois
de financement qui comprendra votre bourse plus le non-academic placement. Alors, qu'est-ce que c'est un non-academic placement? En fait, c'est une possibilité pour vous d'aller dans le secteur non académique. L'idée, c'est de pouvoir développer des compétences, une recherche dans ce domaine-là, parce que pour la suite de votre carrière, vous envisagez de vous tourner vers ce secteur. C'est jusqu'à 6 mois, mais là encore, ça peut être modulable et rien ne vous oblige de faire les 6 mois pleins. Vous pouvez tout à fait faire moins. C'est écrit, je le redis, c'est après la bourse, ça n'intervient pas pendant. Et là, attention, c'est pas n'importe où dans le monde. C'est évidemment dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe. Et c'est obligatoirement dans le secteur non académique. Non academic placement, évidemment, c'est dans le secteur non académique. Et il n'y a plus besoin de lettre d'engagement, au cas où si vous aviez déposé l'année dernière ou l'année d'avant, depuis l'appel PF 2023, il n'est plus nécessaire de fournir une lettre d'engagement de la part de l'organisme qui vous accueillera durant ce non-academic placement. Alors, un petit rappel tout simple sur le rôle des organisations participantes dans votre projet, parce qu'on a encore beaucoup de questions sur « mais c'est qui le bénéficiaire? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'organisme ?» Le bénéficiaire, c'est l'organisme, c'est celui qui va signer le Grant Agreement avec la Commission européenne. C'est donc lui qui va recevoir le financement de la Commission européenne et qui va recruter la personne durant la totalité du contrat. C'est-à-dire que même dans une Global Postdoctoral Fellowship, le lauréat sera recruté durant tout le contrat, donc même durant la phase allée où il sera je ne sais où à Tombouctou, par le bénéficiaire qui est en Europe. Et le bénéficiaire est donc responsable du bon déroulement du projet. Vous pourrez aussi trouver, si vous, autre que bénéficiaire, c'est la host institution aussi. À côté, vous avez les partenaires associés. Ces partenaires associés ne signent pas le Grant Agreement, ils ne reçoivent pas d'argent de la Commission européenne, ils sont là pour apporter une expertise complémentaire, l'accessibilité à une technologie de pointe, etc. Et donc, ça va être tous les organismes qui vont vous accueillir, que ce soit durant la phase allée d'une Global Postdoctoral Fellowship, durant un secondment ou durant un non-academic placement. Alors, quand on dit qu'ils ne reçoivent pas de financement de la Commission européenne, bien entendu, il peut y avoir des arrangements, typiquement durant les phases allées de Global Postdoctoral Fellowship. Si vous partez 24 mois dans un organisme, il peut y avoir un arrangement entre le bénéficiaire et le partenaire associé pour qu'il y ait soit un reversement des coûts institutionnels pour qu'ils puissent couvrir vos dépenses de recherche ou un système de remboursement sur facture. Donc voilà, ils pourront avoir quand même accès au financement, mais bien entendu, ça sera dédié à votre projet. Et si à la fin, il y avait un reliquat, dans le cas où il y aurait eu un versement des coûts institutionnels vers le partenaire associé, il serait dans l'obligation de rendre l'argent à la fin de la phase allée, bien entendu. Alors, puisqu'on parle budget, nous y voilà. Vous avez 2 catégories de coûts. Vous avez les coûts qui sont attribués et réservés aux chercheurs, donc ce qu'on appelle les contributions for recruited researchers, et les institutional unique contributions qui, eux, vont aller à l'institution en tant que telle. Alors, j'espère que vous voyez ma souris quand elle bouge. Ce que le bénéficiaire a obligation de vous verser, ce sont ces 2 montants. C'est la living allowance, qui est finalement votre rémunération, et la mobility allowance, parce que vous avez fait un acte de mobilité en démarrant votre bourse. Tous ces montants sont des montants bruts chargés. Ça veut dire que ce n'est pas ce que vous aurez à l'arrivée dans votre poche. Il y aura des cotisations sociales et des impôts qui vont tomber dessus. Et donc, forcément, le net ne sera pas celui-ci. Cela reste quand même des très bonnes rémunérations à l'arrivée. Sachant que sur la living allowance, il y a un coefficient correcteur qui va s'appliquer. Donc, pour la France, c'est multiplié par 1,164. Donc, ça veut dire que vous aurez même en brut chargé plus que 5080. Dans le cadre d'une Global Postdoctoral Fellowship, attention, vous aurez 2 rémunérations, puisque le coefficient correcteur permet de tenir compte du niveau de vie du pays dans lequel vous allez vous trouver. Donc, bien entendu, si vous faites une Global Postdoctoral Fellowship avec une phase allée au Canada, vous aurez le coefficient correcteur du Canada, et en rentrant, vous aurez le coefficient correcteur de la France. Donc, vous n'aurez pas la même rémunération sur la phase allée que sur la phase retour. Donc, ensuite, vous avez la Mobility Allowance, je vous l'ai dit. Ensuite, il y a des montants qui sont alloués si vous y êtes éligible ou si c'est nécessaire. Donc, pour ce qui est éligible, c'est la Family Allowance. Si vous êtes marié ou pacsé ou avec un ou plusieurs enfants à charge, vous y êtes éligible.
Nouveauté d'Horizon Europe, c'est que si votre statut familial change durant la bourse, vous pourrez prétendre à recevoir cette Family Allowance au prorata du temps restant de votre bourse. Donc, si vous vous mariez ou si vous avez un enfant durant la bourse, vous pouvez y prétendre. À l'inverse, il est attendu que les lauréats préviennent si jamais ils divorçaient, par exemple, et qu'ils ne seraient plus éligibles à la bourse. Et ensuite, il y a 2 montants qui sont disponibles si nécessaire. Le premier, c'est la Long Term Leave Allowance. Celle-ci, elle permet de couvrir tous les congés qui sont supérieurs à 30 jours consécutifs. Donc, typiquement, tout ce qui est congé de maternité, paternité, parental ou maladie. Ou il y a aussi le congé spécifique. Donc, dans l'idée, c'est que voilà, on puisse prendre la Commission européenne va prendre en charge cette période, bien entendu en déduisant ce que déjà l'établissement aura perçu pour payer cette période. Donc typiquement, nous en France, on ne comptera pas les IJSS qui seront perçus, mais ils rembourseront le reste à charge de l'établissement. De l'autre côté, il y a la Special Needs Allowance. Là, c'est si vous êtes en situation de handicap, que votre handicap, quel qu'il soit, a été reconnu par une autorité valable et que le service dont vous auriez besoin ou l'achat spécifique que vous auriez à faire pour couvrir votre handicap n'est pas déjà financé par ailleurs par la sécurité sociale ou la mutuelle. Donc, typiquement, vous avez une déficience auditive, vous avez besoin d'un appareil, par exemple, de traduction simultanée à l'écran, d'un logiciel qui ferait ça, vous pouvez le financer avec cette Special Needs Allowance. Donc ça, c'est tout ce qui est côté chercheur. Et ensuite, côté institution, il y aura d'abord les Research, Training and Networking Contribution, qui sont finalement les coûts de fonctionnement. Donc, si vous avez des coûts de recherche pour suivre une formation ou pour assister à une conférence, vous pouvez prendre sur ces montants. Et enfin, il y a les coûts qui reviennent à l'établissement, qui sont les coûts de management et les coûts indirects. Bien entendu, cette ligne est multipliée par le nombre de mois de la durée de votre bourse. Voilà. Alors, il y a quelques petits points à noter avant que l'on passe à la partie suivante. C'est que depuis 2022, maintenant, les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 70%, ils ne pourront pas redéposer avec le même bénéficiaire l'année suivante. Il y a une restriction de resoumission qui a été instaurée. Ce n'est pas une nouveauté, mais on le rappelle quand même, un candidat ne peut soumettre qu'une seule proposition par appel. Donc, il faudra obligatoirement faire un choix entre une globale et une européenne. Et si jamais vous vous amusiez quand même à le faire en vous disant ça passera, ils ne le verront pas, sachez que c'est seule la dernière candidature qui sera soumise qui sera considérée comme éligible. À l'inverse, un encadrant peut bien entendu être dans plusieurs propositions. Si dans son laboratoire, il veut proposer 2 candidats, pas de problème. Ça lui revient d'estimer s'il a le temps pour encadrer et pour former 2 personnes dans son unité. Ça, c'est son choix personnel. Enfin, si à l'inverse, un établissement s'amusait à proposer différents candidats, mais avec la même proposition, là encore, ce sera seulement la première soumise qui sera considérée comme éligible. Un petit mot sur le time to grant, parce que c'est toujours bien à l'avoir en tête. Lorsque vous avez déposé votre dossier, il faudra compter 5 mois d'évaluation des dossiers. Alors, des fois, c'est un tout petit peu moins, mais ce qui vous emmène jusqu'à la mi-février de l'année suivante. Ensuite, il faudra compter 3 mois de contractualisation. Ça peut être beaucoup plus rapide s'il n'y a pas de soucis éthiques, de soucis de sécurité, si vous avez déjà tout fourni. Ça peut être signé même très rapidement. Et après, vous aurez 12 mois officiellement pour faire démarrer votre contrat à compter de la signature du quantum note. Et ici, c'est simplement qu'on vous a redonné donc toute la liste des pays associés, les situations particulières du Royaume-Uni et de la Suisse. À noter quand même, depuis la petite nouvelle qui est sortie le 8 juin dernier, c'est que le filet de sécurité britannique a officiellement été étendu. Et donc maintenant, il soutiendra les lauréats des appels qui se clôtureront avant le 30 septembre 2023. Donc, pour l'appel PF qui se clôture le 13, ça sera bien pris en compte. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à Vanessa qui va vous donner la suite de la présentation. Merci Morgane. Alors, je vais vous partager. Ok.
Est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, on le voit. Je sais pas Ouais? si tu peux le mettre en plus grand, mais ça va, on voit quand même. Ouais, c'est mieux si tu mets un plein écran. Ouais, bah, là, je peux pas, ça me fait comme la dernière fois. Alors, je vais recommencer. Désolée. Non, je sais pas si j'aurais mieux que ça. Sinon, je partage le mien si tu veux, Vanessa. Ouais, je crois que entre Rezana, ouais, je veux bien si ça t'embête pas. Pas de souci. Pour l'instant. C'est bon, c'est en plein écran. C'est en plein écran et je suis de nouveau en ligne, je crois. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bon, des petits soucis de connexion aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Alors donc moi je vais vous parler du dossier de candidature, enfin de comment vous allez pouvoir, déposer votre, proposition sur, le portail et de quoi est constitué, le dossier de candidature. Donc pour, déposer votre projet, il va falloir, créer une proposition sur le portail de la Commission européenne. Donc pour ça, on vous a mis, le lien ici, qui vous renvoie directement sur le Funding and Tenders. Il faudra vous créer un compte, si vous n'en avez pas, déjà un, donc en suivant, les différentes étapes, de création du compte et une fois que vous serez connecté, il faudra vous rendre, sur la page de l'appel à projet, MSCA Postdoctoral Fellowship, 2023 et donc dans la section, soumission, enfin Submission Services, là, vous aurez le choix, en fait, entre les 2 instruments de financement, donc soit, le European Postdoctoral Fellowship, soit, la Global Postdoctoral Fellowship. Donc il va falloir, à ce moment-là, sélectionner un des 2 instruments de financement et cliquer sur, Start Submission. Une fois que vous aurez cliqué, on va ensuite vous demander, les informations, du bénéficiaire. Donc c'est, à cette étape que c'est important de connaître déjà le bénéficiaire chez qui vous allez déposer votre projet, puisqu'en fait, on va vous demander le numéro d'identification, du bénéficiaire chez lequel vous posez le projet. Ce qui va en fait permettre de générer un certain nombre d'informations pour la partie administrative, dont on va voir les détails, maintenant. Si tu peux passer la slide suivante, Eugénia. Voilà, merci. Donc vous aurez 2 parties dans le dossier, une partie A et une partie B. Donc la partie A, c'est la partie, administrative, donc qui se complète, en ligne directement sur le portail. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations générales sur votre projet. Donc, l'acronyme de votre projet, le titre du projet, la durée que vous aurez choisie hein, pour soit une postdoctoral fellowship européenne ou globale. Et ensuite, vous aurez à choisir le panel scientifique dans lequel s'inscrit votre projet. Donc, on le verra tout à l'heure, il y a 8 panels scientifiques. Donc, vous allez assez facilement pouvoir choisir le panel scientifique, en théorie, dans lequel votre projet s'inscrit. Et une fois le panel choisi, là, vous aurez une liste de descriptors qui va vous être proposée dans un menu déroulant et vous aurez à en choisir entre 3 et 5. Et ça va permettre de déterminer le choix des évaluateurs de votre projet. Donc, en plus du panel scientifique, ça apporte une précision supplémentaire sur le projet et les axes de votre projet. Vous aurez aussi des mots-clés à indiquer. Donc là, ce sont des champs libres. Un résumé de votre projet en 2000 caractères et puis des déclarations. Donc là, c'est pour être sûr que voilà, l'organisme, la Host Institution est au courant du projet, que, enfin, ou même les participants sont au courant du projet que vous déposez, que vous n'allez pas faire des recherches qui sont contre ce qui est autorisé en Europe. Enfin, voilà, c'est vraiment du déclaratif
purement administratif et pour être sûr que vous êtes dans la légalité et que vous êtes au courant de tout ce que implique le dépôt de votre projet. Ensuite, vous aurez une partie participant. Donc là, c'est toutes les informations qui concernent donc, le bénéficiaire, hein, donc la host institution qui va financer le candidat pendant toute la durée de sa postdoctoral fellowship. Et vous aurez aussi les informations concernant les partenaires associés au projet. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous aurez un certain nombre déjà d'informations qui seront complétées automatiquement, puisque en ayant indiqué le numéro d'identification, donc le PIC number de votre host institution, vous avez un certain nombre d'informations qui seront déjà pré-remplies. Il va falloir par contre préciser le département dans lequel va se faire le travail, hein, donc le laboratoire, des informations concernant l'encadrant, concernant le candidat également, donc le chercheur qui va faire le travail et être payé pour cette postdoctoral fellowship, et le rôle de l'organisme dans le projet. Donc le rôle de l'organisme, là, vous aurez en fait un certain nombre de cases à cocher. Donc ça va être savoir si l'organisation va participer au management du projet, à la communication, la dissémination, si il y a des développements de technologie. Enfin voilà, vous aurez un choix d'un certain nombre de cases à cocher pour déterminer le rôle des organismes dans le projet. Et enfin, on va vous demander de cocher si oui ou non l'organisme concerné a un Gender Equality Plan. Sur l'onglet suivant, on va vous demander le budget. Alors le budget, il n'y a rien de très compliqué puisqu'en fait, il se calcule tout seul. Comme vous l'a expliqué Morgane tout à l'heure, hein, c'est des forfaits qui sont basés sur le nombre de mois du projet et en fonction du pays où va se réaliser le travail. Donc, il n'y a rien à vraiment compléter à part indiquer si le candidat est éligible à la Family Allowance au moment du dépôt du projet. Ensuite, vous aurez des questions d'éthique et de sécurité. Donc, pareil, hein, avec un certain nombre de questions, il va falloir remplir si oui ou non votre projet est concerné. Si c'est oui, dire à quelle page de votre proposition vous abordez ce point-là. Et vous avez une petite partie d'auto-évaluation pour préciser en fait comment vous allez aborder toutes ces questions d'éthique et de sécurité. Et vous avez après un dernier onglet avec d'autres questions qui sont des questions sur le candidat. Voilà, si le candidat a fait un service national, s'il y a des contre-indications, des risques en fait du projet, voilà, et si vous autorisez aussi à ce que la commission communique sur votre projet. Donc c'est ce genre de questions que vous allez retrouver à la fin. Donc ça, c'est pour la partie administrative. Pour la partie scientifique, donc la part B, vous avez deux parties, la partie B1 et la partie B2. Donc quand vous allez créer la proposition sur le site de la commission, vous allez pouvoir télécharger le template de la partie B. Et donc ce template, ensuite, vous allez le transformer en PDF et le mettre sur le portail pour au moment et ensuite soumettre votre projet directement sur le portail. Donc le projet scientifique ne doit pas dépasser 10 pages. Comme on le verra juste après, il y a 3 sections. La section 1 sur l'excellence, la section 2 sur l'impact et la section 3 sur la mise en œuvre. Et ensuite, vous aurez la partie B2 qui correspond à des annexes où là, on n'a pas de limite de page. Donc là, vous avez la section qui correspond au CV du candidat à la postdoctoral fellowship. La section 5, c'est la capacité des organisations participantes. Donc là, c'est des tableaux que vous aurez à remplir avec les informations qui concernent à la fois la host institution et les organisations partenaires. Donc, on va vous demander les qualifications des superviseurs, les infrastructures. Voilà, c'est vraiment la description de ce que proposent en fait les différentes organisations qui prennent part au projet. Ensuite, la section 6 et la section 7, c'est les informations additionnelles concernant l'éthique et la sécurité. Donc, c'est tout ce que vous n'aurez pas eu la place de mettre dans la partie A. Et la nouveauté pour cette année, c'est que pour la section 8, vous aurez à indiquer les considérations environnementales de votre projet en vue de la Green Charter des actions Marie Sklodowska-Curie.
Et la section 9, ce sont les lettres d'engagement. Et là, la nouveauté, c'est qu'elles sont uniquement obligatoires pour les partenaires associés de la Global Postdoctoral Fellowship. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre de lettres d'engagement pour les partenaires d'un placement ou même pour un secondment, ce n'est pas du tout requis. C'est uniquement obligatoire pour la Global Fellowship, pour donc la phase allée d'une Global Fellowship. Donc maintenant, on va voir les 3 parties du dossier, donc assez rapidement, puisqu'on a déjà fait des webinaires sur les conseils d'écriture. Vous avez donc, comme je vous le disais, 3 parties dans le dossier, la partie excellence, la partie impact et la partie qualité et efficacité de la mise en œuvre du projet. La partie excellence compte pour 50% du projet, la partie impact compte pour 30% de la note et enfin la dernière partie pour les 20% restants. Donc la première partie du projet, du dossier, pardon, l'excellence va concerner donc l'excellence à la fois du projet, mais également du candidat et de la supervision. Donc on va vous demander d'abord de mettre en évidence la qualité et la pertinence de votre projet de recherche et de ses objectifs. Donc c'est dans cette partie-là qu'il va falloir développer l'état de l'art qui existe actuellement sur votre projet pour en fait mettre en évidence tout ce qui n'a pas encore été élucidé et pour mener justement à vos objectifs, vous, de recherche et les objectifs de votre projet. Donc, c'est la partie qui va vraiment vous permettre d'introduire votre projet, ses objectifs, d'expliquer en quoi votre projet est ambitieux, innovant et en quoi, du coup, il va au-delà de l'état de l'art puisque vous aurez déjà fait une description de ce qui est connu dans ce domaine de recherche. Donc ensuite, on va vous demander de détailler, la pertinence en tout cas de la méthodologie que vous allez employer pour répondre aux objectifs de votre projet et notamment les aspects interdisciplinaires, intersectoriels de votre projet, toutes les dimensions de genre que peuvent comprendre votre projet et les autres aspects comme les pratiques d'open access. Voilà, donc tout ce qui peut faire un peu ressortir votre projet du lot et comment vous allez voilà, manager tous ces aspects transversaux aussi, en plus de la méthodologie de base de votre projet. Donc, comme je vous le disais ensuite, l'excellence va aussi s'attacher à l'excellence de la supervision et du candidat. Donc, on va du coup dans cette partie-là aussi mettre en avant la qualité de la supervision. Donc, il va falloir montrer en fait l'expérience de votre superviseur et aussi tout ce qui va être proposé au candidat en termes de formation et le transfert de connaissances entre la host institution et le candidat. Donc vraiment tout ce que la host institution va pouvoir apporter au candidat, mais également tout ce que le candidat va pouvoir apporter, donc soit à la host institution, mais également aux partenaires associés. Donc c'est vraiment ce transfert dans les 2, voire 3, 3 sens qui est important de mettre en évidence ici. Et donc, la dernière partie dans cette section excellence est la qualité du candidat. Donc, il va ici falloir mettre en évidence l'expérience du candidat qui postule à la postdoctoral fellowship, en quoi, du coup, son expertise, son background, toutes ses connaissances, ses compétences sont appropriées pour mener à bien le projet. Pourquoi c'est ce candidat qui voilà, est le meilleur candidat pour mener à bien ce projet et comment il va s'inscrire aussi avec les institutions participantes au projet. La partie impact ensuite, on va vous demander de mettre en avant en quoi vous allez pouvoir augmenter les perspectives de carrière et d'employabilité du candidat. Donc, quelles skills, quelles compétences il va pouvoir acquérir durant son postdoctoral fellowship, qu'est-ce qui va pouvoir lui permettre, qui vont pouvoir lui permettre de trouver du travail par la suite. S'il y a également un placement dans le secteur non académique à la fin du projet, c'est également une perspective de carrière qui s'ouvre aux candidats. Donc voilà, dans cette partie-là, on va vraiment vous demander de mettre en avant les mesures qui vont permettre l'employabilité du candidat.
La deuxième partie de la section impact va concerner les mesures de communication, de dissémination et d'exploitation des résultats. Donc, on va vous demander de mettre en évidence tout ce qui va être mis en œuvre pour maximiser les impacts et les résultats de votre projet, que ce soit au grand public, avec les pairs et tout ce qui va être exploité suite, pendant et suite au projet. Et donc ensuite, on va également vous demander de présenter les impacts attendus, les impacts scientifiques, donc ça c'est des impacts auxquels on pense très souvent, mais également les impacts sociétaux et économiques de votre projet, s'il y en a, bien évidemment, on ne va pas vous demander d'inventer des impacts, mais on va vraiment vous demander de rechercher quel type d'impact votre projet sur à quel type d'impact ça peut aboutir et comment et à quelle échéance ce type d'impact va aboutir. Et donc la troisième section, c'est la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du projet. Donc on va vous demander de détailler, de décrire comment vous allez mettre en œuvre le projet dans le temps. Donc la plupart du temps, on va vous demander de faire un Gantt chart donc sur les 12, 24, 36 mois de votre projet, où vous allez montrer comment vous allez répartir les différents work packages de votre projet, comment vous allez vraiment le déterminer dans le temps. Pour montrer en fait en quoi, pourquoi vous avez choisi cette durée-là du projet et en quoi c'est cette durée de projet qui va vous permettre de mettre en œuvre votre projet. Pardon, je me répète. Mais on va également vous demander les risques encourus pendant votre projet. Donc, il ne faut pas se dire que c'est négatif de mettre, de mettre en avant des risques, bien au contraire. Mais ce qui est important, c'est pour chaque risque d'avoir une mesure qui vous permet de trouver une autre solution si vous êtes confronté à ce risque. Voilà. Ça, c'était pour la première partie de cette troisième section. Et enfin, on va vous demander la qualité et la capacité de votre host institution et des organisations participantes pour mener à bien votre projet. Donc, il faut expliquer dans cette partie-là pourquoi vous avez choisi cette host institution, pourquoi c'est cette host institution qui est la plus à même de vous permettre de réaliser votre projet. De la même façon, il faudra l'expliquer si vous choisissez de faire des secondments, un placement. Si c'est une global fellowship, il va aussi falloir expliquer pourquoi vous avez choisi cet autre organisme pour faire votre phase aller. Voilà, donc il faut vraiment expliquer ici pourquoi c'est ces institutions qui sont les plus à même de vous permettre de mener à bien votre projet. Et également mettre en avant les hosting arrangements, donc comment vous allez être accueillis dans ces différentes institutions quand vous allez partir voilà, pour votre phase aller, votre phase retour, comment va se faire votre bonne intégration pour votre postdoctoral fellowship. Et donc, je vais passer la parole. Je ne sais pas si tu veux reprendre le contrôle des slides, Eugénia. Oui, donc je vais reprendre la suite et je relance le diaporama. Donc moi, je vais vous présenter quelques statistiques de l'appel à projet de l'année dernière pour vous donner une idée du taux de succès. Et merci beaucoup Vanessa d'avoir présenté donc, cette partie sur le dossier de candidature. Voilà, donc ici, vous voyez quelques éléments sur les scores seuil par panel. Donc, le score seuil, c'est le score qu'il faut obtenir pour être financé. Donc, c'est la note qu'a eu le dernier projet retenu pour financement. Et donc, ici, vous les voyez par panel, par type d'action. Et donc, pour l'année 2021 et 2022. Donc, comme ça, vous pouvez aussi observer comment ces scores ont changé. Donc, notamment, par exemple, vous voyez que pour
le panel environnement pour le Global Fellowship et Environmental Sciences et Life Sciences, il a un peu baissé entre les 2 années, alors que par exemple pour la chimie, il a augmenté. Donc ça dépend de la qualité des propositions qui sont reçues chaque année. Ici, vous voyez donc la même chose, mais avec les taux de succès. Donc, vous pouvez observer comment il a changé. Donc, il a globalement augmenté entre 2021 et 2022, ce qui est sans doute dû en partie à la restriction des resoumissions. Et donc, en rouge, vous allez voir le taux de succès le plus élevé et en vert, le taux de succès le plus bas. Ici, vous pouvez voir plus ou moins la même information, mais sous forme d'histogramme. L'évolution de nombre de projets retenus et financés par an. Donc, les 2 actions confondues, donc European Fellowship et Global Fellowship, et le taux de succès global. Donc, vous pouvez voir, donc il a bien augmenté entre 2021 et 2022. Là, vous allez voir quelques chiffres au total et chiffres un peu spécifiques français. Donc, le nombre de projets déposés, 6 909 pour la totalité Union européenne, enfin l'Europe, et les dépôts français, 689, 1235 sélectionnés au total, dont 124 en France. 18%, donc le taux de succès moyen européen et français. Donc le taux de le montant de financement aussi, vous voyez, demandé et obtenu en moyenne européenne, enfin au total pour l'ensemble de pays européens et pour la France. La part captée française, les propositions coordonnées en France et donc les projets coordonnés en France, juste pour expliquer la différence entre 120 en bas et 124 tout en haut. Donc 120, c'est le nombre de bénéficiaires français et 124, c'est les participants, c'est-à-dire que ça prend aussi en compte les établissements qui vont notamment accueillir des placements. Ici, vous voyez la ventilation par panel, donc au total, tout pays confondu, donc les chiffres globaux européens, pour l'action European Fellowship. Donc, on peut voir que tous les panels n'attirent pas le même nombre de candidats, mais donc ensuite, comme le rééquilibrage est fait entre les panels par rapport au nombre de propositions reçues, le taux de succès final entre les panels est assez similaire. Donc ici, la même chose, donc les chiffres globaux européens pour l'ensemble de panels pour l'action Global Fellowship. Ici, vous voyez donc le top 15 pays bénéficiaires avec, donc pour l'appel 2022, avec le Royaume-Uni à la première place, l'Espagne, ensuite puis la France. Et donc, comme le Royaume-Uni va donc devoir financer ses propres candidats, maintenant que l'accord d'association n'a pas été conclu au moment de la signature des conventions de subvention, il y a une partie de propositions qui vont être reprises sur la liste des réserves. Et ici, vous voyez des statistiques françaises, donc les propositions retenues en France pour European Fellowship avec le nombre de propositions évaluées et retenues par panel et le taux de succès. Et donc la même chose ici pour Global Fellowship. Alors, avec ça, je vais passer maintenant la parole à Chloé, qui va vous parler des services et des ressources que nous proposons donc dans le PCN MSCA pour aider les candidats qui souhaitent répondre à cet appel à projet. Chloé, je te laisse partager ta présentation. Oui, merci. Est-ce que c'est OK? Oui. Merci Eugénia. Donc, je vais terminer cette présentation du point de contact national pour les actions Marie Curie avec quelques informations sur les ressources que l'on met à votre disposition.
Alors, pour commencer, notre porte d'entrée, c'est le mini-site dédié aux actions Marie Skłodowska-Curie, qui est hébergé donc sur le portail français dédié à Horizon Europe. Et vous avez à gauche de la slide le lien direct vers le mini-site Marie Curie. Sur ce mini-site, vous allez retrouver une présentation des actions Marie Curie en général et puis des fiches de description de chacune des 5 actions que finance ce programme. Vous allez également retrouver toutes les actualités et donc des articles liés aux actions Marie Skłodowska-Curie. Donc, vous allez retrouver des articles lors des ouvertures des appels à projets, mais aussi des articles sur des questions transverses, comme par exemple, là, on peut voir l'impact du conflit Russie-Ukraine sur les projets Marie Curie. On met à jour également des articles sur l'Association du Royaume-Uni, l'Association de la Suisse, et des kits de montage pour les différentes actions Marie Skłodowska-Curie, entre autres. Vous pouvez également, sur ce mini-site, retrouver toutes les pages qui annoncent les événements à venir et également les pages qui renvoient vers les événements passés, mais qu'il est possible de revisionner s'il y a un enregistrement ou en tout cas de récupérer les slides qui ont été présentés. Donc, vous avez dans la rubrique agenda tous ces événements passés et à venir. Et enfin, vous avez également un petit onglet qui s'appelle Pour vous aider, avec toutes les ressources qu'on met à disposition pour vous aider, avec une foire aux questions, une section sur l'impact et un lien vers notre boîte à outils. Et je vais revenir sur cette boîte à outils. Alors, juste pour vous informer qu'on va publier prochainement un article donc, que vous retrouverez dans nos actualités sur le mini-site, donc un kit de montage pour les projets MSCA Postdoctoral Fellowships, avec une vidéo tutoriel sur comment remplir la partie A, le handbook pour rédiger votre partie B, qui est réalisé par le réseau européen des points de contact nationaux Marie Curie, et le guide du candidat, les liens vers des ressources pour les questions transverses. Donc, n'hésitez pas à consulter notre mini-site pour pouvoir accéder à ce kit de montage. Concernant la rubrique pour vous aider, donc juste 2 petits focus sur 2 outils différents. Donc d'abord la boîte à outils du point de contact national Marie Curie avec dans cette boîte donc tous les documents mis à votre disposition par le PCN. Vous allez retrouver également des présentations en format PowerPoint que vous pouvez réutiliser dans vos établissements si vous avez besoin de présenter une action Marie Curie ou l'ensemble des actions Marie Curie. Vous avez également des présentations des statistiques et des taux de succès, donc sous Horizon 2020, mais aussi Horizon Europe. Vous avez des modèles de documents, par exemple, pour encadrer les départs en secondment. Vous avez également une fiche explicative en anglais sur comment fonctionnent les salaires en France, donc que vous pouvez utiliser au moment des recrutements, enfin des prises de poste, des boursiers Marie Curie. Vous avez les présentations que l'on fait chaque année lors de nos ateliers thématiques. Vous avez également les minutes d'une table ronde qu'on a dédiée à la question des sciences humaines et sociales dans les projets Marie Curie. Et vous retrouvez également toutes les slides conseils d'écriture. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette boîte à outils qu'on met à jour régulièrement. Et ensuite, je voulais faire un petit focus sur un nouvel outil qu'on a mis en place pour les acteurs du secteur non académique. Donc, il s'agit d'un petit onglet dans la rubrique pour vous aider. Donc, les acteurs du secteur non académique peuvent cliquer sur cet onglet. Ils vont arriver sur un petit questionnaire où il va falloir qu'ils cochent dans un menu déroulant les besoins qu'ils ont. Et l'outil va identifier, en fonction des besoins cochés, l'action Marie Curie qui est la plus adaptée pour eux. L'idée, c'est aussi de leur demander s'ils sont d'accord pour que le point de contact national ait accès à leurs réponses sur le questionnaire pour qu'ensuite on puisse constituer une base de données des acteurs non académiques qui sont intéressés par les actions Marie Curie avec un niveau de détail un peu plus fin puisqu'on saura quelle est l'action qui les intéresse le plus. Et à terme, ce qu'on souhaiterait, c'est que les acteurs académiques puissent aller piocher, essayer de trouver des partenaires du secteur non académique pour monter leur projet.
Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes dans le secteur académique, à faire la promotion de cet outil, puisque plus il y aura de participation, plus notre base de données sera étoffée. Ensuite, un petit focus sur comment trouver un établissement d'accueil. Donc, la première chose à faire, c'est de penser à votre réseau professionnel. Il ne faut pas hésiter à contacter votre encadrant idéal en lui expliquant que vous avez identifié l'appel à projet MSc et Postdoctoral Fellowships comme une opportunité de financement et que vous souhaiteriez monter un projet avec lui ou avec elle. D'autres options existent. Vous avez également la matchmaking plateforme du réseau des points de contact nationaux européens dédiés aux actions Marie Curie, qui s'appelle MSCNet. Vous avez sur la slide un lien direct vers cette plateforme et ça vous permet en fait de créer un profil et de rechercher des institutions qui sont intéressées par l'accueil de postdoctorants dans le cadre des postdoctoral fellowships. Vous pouvez faire une recherche par pays, par type d'organisation et également par domaine d'activité. Donc, n'hésitez pas à créer votre profil sur cette plateforme. Il faut juste savoir que si vous êtes inactif pendant une certaine durée, votre profil est supprimé pour permettre, pour assurer un dynamisme de la plateforme. Donc, même si vous avez créé votre profil, n'hésitez pas à aller vérifier qu'il est toujours actif. Si par exemple vous voulez candidater, avoir un profil pour l'année prochaine aussi. Et vous avez également la plateforme, le site Euraccess avec un lien direct aussi sur la slide où vous pouvez trouver dans l'onglet Search for Hosting une liste des institutions qui sont prêtes à accueillir des boursiers dans le cadre de bourses MSc et Postdoctoral Fellowships. Pour terminer, en termes de ressources, vous avez bien évidemment les documents de référence qui sont disponibles sur la page de l'appel à projet, donc sur le Funding and Tenders portal de la Commission européenne. Parmi ces documents de référence, vous avez le guide du candidat Postdoctoral Fellowships 2023 et le programme de travail MSc et 2023-2024 qui doivent devenir vos bibles pendant la préparation de votre projet. Et on vient d'apprendre, là, il y a vraiment pas longtemps, que le guide du candidat a été révisé aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà créé votre proposition et récupéré le guide, n'hésitez pas à retourner sur la page de l'appel pour récupérer la dernière version du guide du candidat. Vous retrouverez également sur la page de l'appel le formulaire de candidature standard en PDF et la grille d'évaluation des évaluateurs. Vous avez également une page web de l'Agence exécutive de la recherche, donc la REA, qui s'appelle How to Apply pour les actions Marie Curie. Et vous allez retrouver des petits outils qui peuvent être intéressants notamment pour les postdoctoral fellowships, avec un guide sur le calcul de l'expérience en matière de recherche, puisque vous êtes limité pour pouvoir être éligible en tant que candidat à 8 ans d'expérience de recherche. Et il y a également un petit outil Excel qui permet de calculer tout seul vos années d'expérience en matière de recherche. Vous avez également une page sur les erreurs les plus communes lors de la soumission de propositions postdoctoral fellowships et un guide en 6 étapes pour préparer votre candidature. Et pour terminer, donc nos prochains événements, on organise cet été des hotlines lors desquelles donc, le PCN se connecte et puis vous êtes libre de vous connecter, de poser vos questions et de vous déconnecter. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Il y aura des sessions en français et des sessions en anglais et ça se déroulera les 7 juillet et 25 août cet été. Donc vous avez le lien pour vous inscrire, pour avoir les liens vers ces hotlines. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre liste de diffusion. Vous avez un lien direct pour vous inscrire, pour être informé de tous les événements ou des actualités qu'on peut diffuser via le PCN. Et donc, pour terminer vraiment cette fois, donc vous avez le lien vers notre mini-site, le lien également vers notre page LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse générique qui est affichée en bas de la slide. Je vous remercie pour votre attention et du coup, je rends la parole. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation. Donc maintenant,
nous allons pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté, sur l'appel à projet, sur les services du PCN. Et donc, il y a déjà une des premières questions qui arrive. Est-ce que le financement peut suivre le chercheur s'il devient titulaire dans une autre structure hors tutelle du laboratoire? Alors, c'est une question effectivement qui a été récemment soulevée à nouveau avec la Commission européenne. Donc, en règle générale, c'est accepté seulement dans les cas exceptionnels. Donc, normalement, l'établissement est évalué ainsi que le chercheur au moment de l'évaluation. Donc, ces grants, ils ne sont pas portables comme les grants ERC. Mais si dans certains cas, ça peut être accepté, par exemple, si le chercheur se trouve dans la situation vraiment difficile, en conflit avec son laboratoire, ou si, par exemple, l'encadrant a démissionné ou il est parti à la retraite et il n'y a pas de nouveau encadrant pour encadrer le chercheur au sein de cet établissement, ça peut être accepté. Dans les autres cas, normalement, ce n'est pas accepté, exception étant lorsqu'il s'agit, donc le chercheur il devient titulaire, qui reste dans le même laboratoire, mais qui passe le concours avec juste une autre tutelle. Et donc, je crois que votre question, elle ne portait pas sur ce, c'était devient titulaire dans une autre structure hors tutelle du laboratoire. Donc, voilà, sauf cas exceptionnel, comme ce que j'ai déjà mentionné, non, ce ne sera malheureusement pas possible. Alors, je laisse mes collègues à compléter si besoin. Non, c'était clair. Ok, alors la question suivante. Bonjour, j'ai également une question concernant la première partie. Si je souhaite faire une Global Fellowship de 24 mois, 12 mois aller, 12 mois retour, combien de temps puis-je passer en France avec les secondments la première année? Il y a deux choses là, à mon avis. Je ne sais pas s'il y a deux choses qui ont été mélangées. Il y a le secondment que vous pouvez effectuer en démarrage de bourse, et auquel cas là, vous avez jusqu'à 3 mois que vous pouvez passer dans votre institution haute en Europe, donc en France. Et après, durant votre phase aller, vous aurez le droit d'effectuer en effet un ou plusieurs secondments, mais c'est toujours un maximum d'un tiers de la phase aller. Donc, si vous avez une phase aller de 12 mois, vous ne pourrez pas faire plus de 4 mois de secondment au total dans la phase aller. Donc, si vous avez déjà 3 mois parce que vous avez pris dans l'institution haute, vous n'aurez plus qu'un mois pour ensuite aller ailleurs, dans un autre établissement, pour faire un pseudo-vrai secondment, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense qu'il y avait deux choses mélangées. Oui, d'accord, donc c'est bon, ça répond, parfait. Merci Morgane. Donc ensuite, les structures non académiques sont-elles concernées par le Gender Equality Plan? Donc non, elles ne sont pas concernées par le Gender Equality Plan. Pour l'instant, ce sont que des établissements du secteur académique qui sont concernés. Ensuite, est-ce que je dois être mariée pour avoir droit au Family Allowance ou puis-je y aspirer si je suis pacsée? Oui, donc effectivement, vous pouvez, si vous êtes pacsé en France, c'est considéré comme équivalent au mariage pour l'éligibilité au Family Allowance. Et après, si c'est dans un autre pays, donc il faudra voir avec si votre union a été conclue dans un autre pays, il faut voir avec le point de contact national du pays concerné par rapport au statut de votre union. Voilà. Ensuite, donc beaucoup de choses sont beaucoup plus claires. J'avais une question donc concernant les IMC Global. Je voudrais faire venir un candidat PF depuis Mexico afin de travailler sur un projet avec lui en France, mais sans vouloir faire une partie retour. Est-ce possible? Oui, mais en fait, vous avez mélangé. Si vous faites venir quelqu'un chez vous, il va déposer une European Fellowship, en fait, peu importe sa nationalité. Mais si c'est un Mexicain, très bien, il viendra du Mexique, mais il fera 12 à 24 mois dans votre labo. Donc, il n'y a pas de phase retour. C'est une European Fellowship classique, on va dire, sans phase aller ni retour.
Merci Morgane. Ensuite, bonjour, si le chercheur est déjà titulaire dans une université européenne, dans un autre pays que la Host Institution MSCA, est-ce qu'il peut participer à l'appel, par exemple, pour avancer dans sa carrière? Oui, oui, tout à fait. Donc, tant qu'il respecte la règle de mobilité pour venir dans votre pays et que son statut dans son pays lui permet donc de partir en détachement, c'est tout à fait possible. En tout cas, les règles de l'appel ne l'interdisent pas du tout. Je ne trouve pas le lien vers le handbook qui a été mis à jour aujourd'hui, dont parlait Chloé. Alors, je crois que Chloé, tu ne parlais pas de Oui, handbook, mais plutôt non, il y a du une guide petite du candidat. confusion. Voilà, le guide du candidat, donc, qui s'appelle Guide for Applicants, qui est disponible sur la page de l'appel à projet sur le portail de la Commission européenne. Il a été mis à jour aujourd'hui. Donc, c'était des modifications à la marge, mais il y a des petites précisions, des notes de bas de page. Donc, n'hésitez pas à aller le récupérer, hein, si vous avez déjà récupéré l'ancienne version. Et ensuite, il y a le handbook. Ça, c'est un guide, mais qui a été produit par les points de contact nationaux européens dédiés aux actions Marie Curie et qui sera disponible très prochainement sur notre page Kit de montage pour les postdoctoral fellowships 2023. Donc, il est prêt, on va le publier très prochainement, donc n'hésitez pas à aller suivre nos actualités. Et ce handbook, il n'est pas, c'est pas un document officiel de la Commission européenne, contrairement au Guide for Applicants. Merci Chloé. Alors, nous avons ensuite une question de Laure Carbonel qui demande si un contrat de recherche dans un programme basé en Afrique, mais avec des financements allemands, est-il considéré hors Europe? Alors, je comprends qu'il s'agit probablement du temps passé hors Europe qui serait déduit du calcul Des 8 ans. des 8 ans, oui. Mais peut-être que vous voulez préciser votre question. Laure, je vais vous activer votre microphone. Oui, c'est ça. OK. Alors, c'est vrai que Bonjour, vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend, oui. Oui, d'accord. Oui, c'est exactement ça. Ça fait 4 ans que je travaille en Afrique dans des programmes de recherche internationaux, mais il y a quand même des financements allemands. Donc, je ne sais pas si ça peut se déduire quand même de mon temps de recherche. Mais qui est votre employeur? Donc, Ça reste une université allemande pour le contrat actuel. Et pour l'autre contrat, c'était une association sénégalaise, mais avec des financements. Oui. Donc, c'est l'employeur qui compte. j'aurais En fait, tendance à dire que oui, mais les deux qui comptent. En fait, on a eu récemment des discussions avec la Commission européenne sur ce point-là, mais plutôt vis-à-vis de la règle de mobilité. Et donc, la Commission européenne nous disait que dans cette situation, voilà, c'est dans une situation similaire à la vôtre, vous ne pourriez pas postuler. Enfin, le temps passé avec un contrat, par exemple, allemand dans un pays en Afrique sera aussi bien compté comme le temps passé en Allemagne et en Afrique. Donc, vous ne pouvez postuler ni dans l'un ni dans l'autre des deux pays. Mais en revanche, la règle n'est pas vraiment précisée par rapport aux 8 ans, mais j'ai bien peur que ça soit la même chose. C'est-à-dire les deux, ça, donc. Les deux soient pris en compte, oui. Ok. Mais si vous voulez, on peut éventuellement poser la question à la Commission européenne sur la règle sur la prise en compte de ce temps par rapport à la règle de 8 ans. Est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un mail et comme ça, on va pouvoir au moins vous donner une réponse précise. Entendu, je vous remercie. Alors, il y a une autre question. Comment écrire un projet selon le programme? C'est-à-dire Alors, il s'agit peut-être des différences en fonction de Global Fellowship ou European Fellowship. peut-être. Alors, je vais peut-être activer votre micro, donc à la personne qui a posé cette question.
Alors, allez-y, s'il vous plaît. Donc, j'espère que je vais bien prononcer votre nom. Ibrahimov Furkadjon. N'hésitez pas à allumer votre microphone et pour nous expliquer votre question. Alors, est-ce que vous êtes là? Il n'a pas l'air d'être là. Non. Oui, j'ai l'impression que la personne n'est plus là. Dans tous les cas, il y a des petites différences. Si la question porte bien sur la différence entre un dossier de Global Fellowship et European Fellowship, il y a des petites différences dans le dossier que vous allez apercevoir. Et sinon, pour tout ce qui concerne le contenu de la proposition, on vous invite à consulter les slides du webinaire Conseil d'écriture. Donc, vous trouverez le lien dans la présentation que vous a faite Chloé. Donc, vous pourrez facilement les télécharger depuis notre mini-site. Merci beaucoup. Ça y est, vous êtes là. European Fellowship. On n'a pas bien entendu ce que Oui. vous aviez dit. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de connexion. Ah, peut-être, oui. Alors, je vais reprendre la question suivante. Le candidat d'une Global Fellowship peut-il effectuer sa phase retour dans un établissement où il a effectué sa thèse et avoir comme encadrant son directeur de thèse? Oui, c'est tout à fait possible, oui. Mais il faudra juste démontrer pourquoi vous retournez dans ce laboratoire-là et quelle est la plus-value pour votre projet. Que vous allez développer d'autres compétences, que vous allez aller plus loin dans la recherche, mais il faudra montrer l'apport par rapport à ce que vous aurez déjà eu durant votre thèse dans ce laboratoire-là avec cet encadrant-là. Après, c'est faisable. Merci Morgane. Il y avait une question juste au-dessus de Delphine, Génia, sur les non-academic placements, s'ils peuvent avoir lieu dans le même pays que la host institution. Et oui, que ce soit le secondment ou le placement, ils peuvent avoir lieu dans le même pays que le pays du bénéficiaire. Et il faut juste que ce soit en fait des organismes qui soient indépendants. Ils ne doivent pas être liés aux bénéficiaires. Mais sinon, ça peut être dans le même pays, oui. Merci Morgane. Et pour répondre à la question de Frédérica Marty, oui, effectivement, pour les maîtres de conférence, on peut dédier le temps d'enseignement du calcul d'expérience de recherche. Donc, si quelqu'un a été pendant 8 ans en poste de maître de conférence, il peut déduire 50% de son temps de ce calcul. Il faut juste pouvoir le prouver, apporter une preuve écrite. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Chloé? Non, je voulais juste indiquer qu'il y avait des questions avant aussi. Oui. Donc, combien de temps minimum faut-il consacrer à la préparation de la candidature? Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse magique, hein. Ça dépend du temps qu'on a à y consacrer. Si on fait que ça pendant un mois, ça peut être possible. Si on y dédie peu de temps, il faut s'y prendre plus longtemps à l'avance. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend de l'accompagnement aussi dont on bénéficie. Et ensuite, il y avait une autre question. Dans le cadre d'une globale, lors de la phase aller, il est possible d'être accueilli par une institution non académique, par exemple un musée avec un supervisor qui y travaille. Donc oui, tout à fait. Et en fait, une institution non académique peut très bien aussi être bénéficiaire en fait, de votre bourse, que ce soit une European ou une Global Postdoctoral Fellowship. Ce n'est pas que les académiques qui peuvent déposer en tant que bénéficiaires. Et il me semble qu'il reste juste 2 questions à la fin. Donc non, il n'y aura pas d'une autre session comme celle qui sera proposée. Donc pour répondre à la question de Julia Fiore. Mais cette session elle sera enregistrée et l'enregistrement sera mis en ligne.
Le lien vers le guide du candidat, il me semble qu'il y a bien le lien dans les slides de Chloé, donc vous pourrez bien le retrouver et sinon il est disponible sur la page de l'appel à projet. Et on va prendre une dernière, les deux dernières questions qui viennent d'arriver dans le chat. Et après, on va laisser la parole aux établissements qui vont présenter leur service Europe. Donc, la question de Bertrand Noiret qui donc nous demande notre organisation académique est localisée dans 3 pays européens, dont la France. Nous aimerions déposer un projet EF bénéficiaire en France. Peut-on accueillir un candidat ayant résidé dans les 2 autres pays où nous sommes présents? Je pense que ça dépend de votre code PIC, non? Qu'est-ce que vous... Oui, c'est ça. Ça dépend si quand vous dites que vous êtes localisé dans 3 pays européens, comment vous êtes organisé? Si c'est une maison mère avec des filiales ou si ce sont 3 entités légales indépendantes. Ah bah, c'est des pics indifférents. Ce sont des pics différents. Bon, Il a alors rép- il vient de- ouais. Bah, donc, si l'établissement bénéficiaire a un PIC français, vous pouvez très bien accueillir des candidats qui ont résidé dans d'autres pays, hors France. Merci. Merci Chloé. Et donc enfin, il y a aussi une question, on va prendre la question de Delphine Ramignac et celles qui sont arrivées après, on les gardera pour la fin. Le fait d'être classé académique ou non académique secteur est-il fait automatiquement par le portail au moment de la création du PIC? Je demande car j'accompagne une postdoc et l'entité qu'elle souhaite indiquer comme partenaire associé est marquée comme faisant partie de l'académique secteur alors que cela ne correspond pas vraiment à la définition qu'il y a dans le BPI. Effectivement, c'est au moment de la validation du code PIC que la commission va demander donc des éléments confirmant le statut de l'établissement. Et après, donc, si c'est associé au PIC, donc c'est que... Mais c'est pas fait automatiquement. Enfin, quand Non. quand elle va créer son PIC, elle n'aura pas automatiquement l'organisme affilié au secteur académique ou non académique. C'est en fonction des données qui vont être fournies pour décrire cet établissement que la Commission européenne va le valider et va l'estampiller dans tel ou tel secteur. Mais c'est pas fait automatiquement. Et oui, il faut que le PIC c'est au moment de la validation en fait du PIC, en sachant que pour déposer un projet, on n'est pas obligé d'avoir un PIC qui est validé. On a un PIC qui est déclaré. Et donc, pour essayer de connaître le secteur de rattachement d'une entité légale, il faut aller sur le registre des participants de la Commission européenne, indiquer le PIC, retrouver l'institution, donc que le PIC soit validé ou déclaré. Et une fois que vous avez retrouvé l'institution via son PIC, vous pouvez aller voir le profil de cette institution. Et une fois que vous avez le profil, en haut, sur le bandeau bleu, vous avez le type d'organisation. Donc, ce n'est pas le type de secteur, c'est le type d'organisation. Donc, par exemple, s'il y a marqué organisme de recherche, vous devez en déduire que c'est secteur académique, par exemple. Donc, n'hésitez pas quand vous montez votre dossier, même si un partenaire vous assure qu'il relève du secteur non académique ou du secteur académique, à aller vérifier ce qui est indiqué sur ce registre. Merci Chloé. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe aux présentations des établissements et de leurs services d'accompagnement des porteurs de projets. Et il reste encore quelques questions qui sont arrivées à la fin. On les prendra à la fin de la session. Alors, il y a 6 établissements qui sont manifestés pour présenter leur service Europe aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est fait pour justement mettre en lumière les services d'accompagnement offerts par les établissements. Et si vous êtes candidat, n'oubliez pas que votre interlocuteur principal, c'est le service Europe de votre établissement. Donc, ce n'est pas le PCN d'abord, mais c'est d'abord le service Europe de l'établissement qui propose aussi des nombreux services très utiles pour donc des sessions de coaching, des masterclass, pour vous aider à monter vos propositions. Donc aujourd'hui, la présentation, évidemment, elle ne sera pas exhaustive et probablement que vous ne retrouverez pas parmi les établissements qui vont présenter
leur service aujourd'hui votre établissement d'accueil, mais il est probable que votre établissement d'accueil propose aussi quelque chose de similaire. Donc, surtout, entrez en contact avec eux car ce serait dommage de ne pas bénéficier de leur service. Et donc, la première personne que je vais inviter, c'est Coraline Béraud de l'IRD pour présenter donc, le service Europe de l'IRD et donc les ressources qui met à disposition des porteurs de projets. Coraline, on vous laisse partager votre écran. Oui, bonjour à tous et merci, merci à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça résonne Oui. un peu peut-être. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Oui. Ok, bah, juste à la base, voilà, c'est nickel. Voilà. Donc, je vais vous présenter du coup ce qu'on fait à l'Institut de recherche pour le développement. Donc, pour rappel, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un établissement public français de recherche, donc qui est sous double tutelle, donc le MESR et le MEAE. Donc on a un modèle assez particulier vu qu'on encourage surtout un partenariat équitable avec les sociétés de l'hémisphère sud et on a un peu plus de 35 représentations dans le monde entier, donc on travaille surtout avec à l'international. Donc on a un institut pluridisciplinaire et on travaille sur de nombreuses thématiques donc, qui sont listées ici, du coup biodiversité, santé publique, sciences de l'homme, océans et changements globaux, dont changement climatique. Bon, là, vous avez un petit peu un récapitulatif des chiffres de notre établissement de 2022. Donc, on a un peu plus de 2300 agents, un peu moins. Voilà, donc je pense que vous aurez la présentation. Alors, pour notre service, du coup, le service Europe de l'IRD, il a été un peu remanié l'année dernière. Donc, en fait, c'est une nouvelle organisation pour nous aussi. Donc, je fais partie, en fait, du service des affaires européennes qui est au siège à Marseille. Donc là, vous avez les noms de tous nos collègues. Alors maintenant, le service des affaires européennes, il se charge surtout de tout ce qui est en amont, donc ce qui est veille, identification et cadrage des opportunités. Donc on fait beaucoup de sensibilisation auprès de nos chercheurs et on envoie les informations en amont. Bah, typiquement, on relaie ce qui est envoyé par le PCN et les GTN, etc. On fait beaucoup d'influence et de plaidoyer donc, auprès de la Commission européenne. Et c'est là aussi que rentre en jeu notre représentation du coup, auprès de l'Union européenne qui est composée d'un représentant et en ce moment de notre VI également. Donc qui, eux, sont en contact avec les institutions européennes et qui nous relaient aussi des informations importantes sur les politiques publiques, etc. On a aussi des nouvelles actions de formation donc, qui datent de cette année et qui seront mises en place à partir de la rentrée, où justement on va proposer à nos chercheurs et à nos partenaires au Sud des formations justement sur le montage de projets européens, donc qui seront proposés gratuitement en interne. Et ensuite, nous avons nos collègues donc, en délégation régionale, donc nous avons 3 délégations régionales, en Occitanie, en Île-de-France et à Marseille, désolé. Et donc, c'est elle maintenant qui s'occupe du montage et de la contractualisation des projets. Et donc, tout ce qui est suivi d'exécution, clôture du projet, jusqu'à l'audit. Voilà. Donc, j'ai mis mon contact juste en bas parce que donc, je suis référente Marie Curie donc pour tout le premier contact. Et après, je vous renvoie en fait en fonction de vos besoins. Et donc, de manière générale, en fait, l'accompagnement des postdoc fellowship à l'IRD, ça passe donc d'abord par la sensibilisation et l'information auprès des UMR, donc justement par la formation au montage de projets. On organise souvent des réunions d'information auprès de nos différents départements scientifiques, du coup avec différentes thématiques. Et ensuite, donc, on a le cadrage et la structuration du projet une fois qu'on est contacté par des personnes qui sont intéressées. Et donc, ça passe justement par des entretiens individuels où justement on échange sur les besoins vraiment du chercheur et en quoi on peut s'adapter. Et ensuite, il y a toute la partie écriture et relecture. Donc, on participe, enfin, surtout nos collègues du coup en délégation, participent à l'écriture des parties techniques et non scientifiques, donc qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, la partie A. Et la relecture de la partie excellence avec une aide quand même sur la partie impact et toute une assistance en fait tout au long du montage du projet. Ensuite, on aide aussi avec le montage du budget et on contacte également nos services financiers, donc qui sont consultés régulièrement en fait pour être sûr d'être dans les règles. Et on va jusqu'au dépôt sur le portail européen qui est parfois un peu difficile à manier. Et ensuite, en cas de sélection, il y a l'instruction des contrats toujours en délégation et le suivi. Voilà, je pense que j'ai respecté 3 minutes du coup.
Et bon, voilà, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais aussi vous fournir les autres contacts si besoin. Merci beaucoup Coraline. Alors, je vais maintenant inviter Tiffany Roy du CNRS qui va donc vous présenter l'accompagnement des porteurs de projets à Postdoctoral Fellowship au CNRS. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Alors, je ne sais pas du tout quel écran je dois partager. J'en ai deux. Donc, je ne sais pas du tout si ça va bien marcher ou pas, parce que je n'ai pas trop de visibilité sur ce que... Hop. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ok, parfait. Alors, du coup, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Tiffany Roy et je travaille en tant qu'ingénieure de projet européen au CNRS, organisme que, du coup, j'ai la tâche de vous présenter en 3 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que le CNRS? Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. C'est un organisme public de recherche pluri- et interdisciplinaire qui couvre notamment 10 grands champs thématiques au sein de ces 1100 laboratoires de recherche et qui sont répartis sur le territoire français, mais également aussi à l'étranger. On compte parmi ces champs disciplinaires la biologie, la chimie, l'écologie et l'environnement, les SHS, l'ingénierie et systèmes, les mathématiques, la physique nucléaire, les sciences de l'information et les sciences de l'univers. Le CNRS est un organisme qui est internationalement reconnu pour l'excellence de sa recherche et plus de 52 000 publications scientifiques sont issues annuellement de ces 1100 laboratoires. Le CNRS, c'est un budget de 3,8 milliards d'euros et plus de 33 000 agents. Ce qu'on peut aussi dire du CNRS, c'est que c'est un organisme attractif puisqu'il a accueilli 324 postdoctorants grâce aux bourses postdoctorales Marie Curie H 2020 et 153 postdoctorants jusqu'ici sous Horizon Europe. Le taux de succès à l'appel Postdoctoral Fellowships Horizon Europe est de plus de 19%, ce qui est un taux supérieur à la moyenne française. Donc, les postdoctorants qui souhaiteraient candidater donc, à l'appel Postdoctoral Fellowships avec le CNRS comme bénéficiaires peuvent compter sur des interlocuteurs de proximité dans les régions. On a les services partenariat et valorisation en fait, dans les 17 délégations régionales du CNRS qui viennent en appui des porteurs de projets européens individuels ou collaboratifs. Et en fonction d'où se trouve le laboratoire d'accueil visé, il faudra prendre attache avec la délégation concernée. Donc, sur cette slide, vous avez tous les différents contacts des délégations. L'accompagnement qui est proposé par le CNRS aux candidats Postdoctoral Fellowship s'étend du montage à la mise en œuvre du projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés. Et si les services donc, partenariat et valorisation sont contactés suffisamment en amont, ils peuvent vous fournir des conseils clés sur les attentes de l'appel et les spécificités du programme. Ils peuvent vous appuyer pour la structuration du projet et pour la complétion de toutes les données administratives sur le portail européen. Le SPV peut également proposer une relecture critique de la proposition et vous appuyer pour la rédaction des parties non scientifiques du projet. Donc là encore, c'est effectivement si on a le temps de le faire. Une fois le projet financé, le SPV et le Fellow sont en lien aussi avec la Commission européenne pour la contractualisation du Grant Agreement. Et le SPV organisera ensuite une réunion de lancement en interne pour rappeler les règles de gestion administrative et financière et toutes les procédures de reporting. Et enfin, le SPV assistera le Fellow pour toutes les actions de suivi et de justification financière du projet. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, si jamais vous aurez les slides de toute façon, donc vous aurez les contacts des différentes délégations pour nous contacter. Parfait, merci beaucoup Tiffany.
Alors, on va rester sur les organismes nationaux de recherche et je vais maintenant laisser à nouveau la parole à ma collègue Morgane Bureau, mais cette fois-ci pour son autre casquette, donc la casquette INSERM. Donc, elle va vous présenter le service web de l'INSERM et donc les services d'accompagnement des porteurs de projets. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Bien sûr, à chaque fois, ça me fait le coup. C'est pas grave, on va basculer. Et normalement, vous voyez tout. Alors, du coup, de mon côté, je me transforme en personne uniquement INSERM et je vais vous parler de ce qui se passe en termes d'accompagnement chez nous. Et je vais me centraliser que sur l'accompagnement Marie Curie et pas sur toute la présentation de la cellule Europe. Simplement pour vous rappeler ce que représente l'INSERM en France. Vous aurez les slides, donc pour ne pas exploser le timing, je ne vais pas vous lire la slide dans son intégralité. Simplement, un peu comme le CNRS, on est répartis sur toute la France, sur tout le territoire, et ça compte pas moins de 269 unités de recherche, 34 centres d'investigation clinique et 48 unités de service. Donc, ça vous laisse le choix, en tout cas, pour déposer avec un laboratoire un peu partout sur le territoire. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est notre présence à l'Europe, puisque on a eu un très bon bilan au niveau d'Horizon 2020 avec 396 contrats obtenus, donc 83 ERC et 55 bourses, et non 53. Il y a une coquille dans cette slide, mais c'est 55 bourses Marie Sklodowska-Curie. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement qu'on propose pour les post-doctoral fellowship dans le cadre des actions de Marie Sklodowska-Curie, il y a tout d'abord toute l'activité en amont d'incitation, puisqu'on a tous nos webinaires qu'on fait au niveau national pour sensibiliser toute la communauté, que ce soit celle des encadrants ou celle des jeunes chercheurs qui voudraient déposer, parce qu'on accompagne aussi ceux qui veulent partir, pas seulement ceux qui veulent venir, mais ceux qui ont passé leur thèse chez nous, par exemple, on les accompagne s'ils souhaitent déposer avec un autre organisme en Europe, ou s'ils voudraient déposer une Global Postdoctoral Fellowship. Et on fait aussi des interventions très personnalisées en région, là, pour être vraiment au plus près des chercheurs et vraiment répondre à leurs attentes par rapport à cet appel. Et on fait aussi toute une campagne d'incitation annuelle à l'ouverture de chaque appel. On va contacter les plus jeunes, que ce soit donc ceux qui sont en deuxième année de thèse ou ceux qui sont en fin de contrat de postdoc, pour leur dire attention, bah oui, vos contrats vont arriver au bout, mais sachez que il y a une dynamique derrière qui peut être à l'Europe, et donc on peut vous accompagner pour vos dépôts de projet. Et après, en termes vraiment d'accompagnement pour tous, c'est quasiment la même chose, mais on a pour ceux qui déposent pour la première fois et pour nos multirécidivistes, parce qu'il y en a quand même qui déposent parce que c'est pas passé au premier tour. Donc pour tous, bien entendu, on va répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir durant tout le processus rédactionnel. Pour ceux qui déposent pour la première fois, bah, bien entendu, on va prendre le temps de décrypter toutes les parties qui seraient encore obscures pour eux de la proposition. Et de l'autre côté, pour ceux qui ont déjà déposé et donc qui ont déjà un ESR, on va le décrypter intégralement, on va l'annoter par écrit. Donc comme ça, ils auront déjà un premier retour écrit de ce qui est attendu en fait des experts, et peut-être qu'ils n'auraient pas compris, parce que parfois, il faut lire un petit peu entre les lignes. Et donc ça leur est envoyé dans un premier temps. Ensuite, toujours pour les multirécidivistes, on va proposer un entretien, s'il est souhaité, entre nous, mais l'encadrant et le jeune chercheur, ou bah, s'il y en a qu'un des deux qui est dispo, bah, c'est pas grave, on fait qu'avec un des deux, mais c'est bien quand on est le trinôme complet. Et on va rediscuter de cette ESR et on va essayer de l'intégrer dans la nouvelle proposition pour que ce soit pris en compte. Et bien entendu, on propose aussi un entretien ou plusieurs pour ceux qui souhaiteraient en discuter de vive voix, même pour les primo-déposants. Et pour tous, on va bien entendu relire la proposition, encore une fois s'ils le souhaitent, on n'a pas d'obligation. Et ma collègue du CNRS m'y a fait penser en faisant ces slides, donc merci beaucoup. Mais bien entendu, on accompagne aussi une fois que le projet est financé, donc on va aider, que ce soit les échanges avec les project officers, la mise en place des contrats, et puis tout ce qui va se passer dans le cycle de vie du projet, donc les arrêts de congé pour maternité ou d'arrêt de travail pour maladie, etc. Tout ça, on les aide parce que personnellement, comme je suis côté DRH, c'est beaucoup plus facile pour suivre tout ce genre de demandes. Voilà pour ce qui est du côté INSERM. Merci beaucoup, Morgane.
Alors maintenant, on va passer aux universités. Donc, il y a de nombreuses universités aussi qui proposent des services très avancés pour accompagner les porteurs de projets. Et donc, je vais inviter maintenant Marion Maire qui vous présentera le service Europe de l'Université de Montpellier. On ne vous entend pas. Il faut juste que vous activez votre micro. Voilà, là c'est bon. C'est bon, oui. Voilà, normalement vous devez voir ma présentation. Oui. Donc, je vais vous présenter rapidement l'Université de Montpellier. On est une université pluridisciplinaire, donc avec un peu plus de 52 000 étudiants qui sont répartis en 17 facultés, écoles et instituts. Et l'Université de Montpellier fait partie et tutelle de 74 structures de recherche. Au niveau du nombre d'agents, il y a un peu plus de 5100 agents qui travaillent à l'université, dont plus de la moitié qui sont des enseignants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Côté recherche, donc les activités de recherche de l'Université de Montpellier se divisent en 5 pôles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des pôles, mais c'est pour vous donner une idée des thématiques de recherche qui sont développées à l'Université de Montpellier avec pour chacune des colonnes en fait un lien pour avoir plus d'informations. Donc il y a le pôle agriculture, environnement, biodiversité, le pôle biologie, santé, le pôle chimie, le pôle MIPS, donc mathématiques, informatique, physique, système, et le pôle sciences sociales. Donc concernant les Marie Curie, enfin les bourses Marie Curie Postdoctoral Fellowship, on a pour habitude chaque année de consulter les différentes unités de recherche et de demander au directeur d'unité donc quelles sont les équipes de recherche qui seraient prêtes à accueillir des postdoctorants pour ensuite co-rédiger la candidature. Et donc cette année, on a 4 laboratoires et 5 hosting offers. Donc, il y a le laboratoire Géosciences Montpellier qui propose 2 hosting offers et vous avez tous les détails de ces offres sur le site Euraccess avec le lien qui se trouve dans ce tableau-là et le contact du superviseur. On a également l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, l'IRCM, qui propose une hosting offer. Hydrosciences Montpellier également, et l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. En termes d'accompagnement, donc c'est le service ingénierie et accompagnement de projets de la direction de l'innovation et des partenariats de l'Université de Montpellier qui accompagne individuellement les candidatures. Donc vous avez le lien de mon service entre parenthèses. Et ce qu'on propose donc aux candidats, ce sont des réunions individuelles, donc avec le postdoctorant et le superviseur, pour échanger sur le projet et pour expliquer de manière détaillée ce qui est attendu dans la candidature. On propose aussi des outils, donc une concept note qui va aider le chercheur à structurer son projet de recherche et également un template annoté, donc qui contient toutes les informations utiles et détaillées que doit contenir la candidature pour chaque partie et également tous les services que nous proposons en termes d'accompagnement pour chaque partie pour le postdoctorant. Et ensuite, comme pour mes collègues qui ont témoigné précédemment, on propose des relectures détaillées, donc à la fois sur la partie scientifique, parce que même si on n'est pas chercheur, en fait, on peut faire des retours sur cette partie-là qui, des fois, n'est pas très claire, et puis aussi sur les parties transversales, comme sur l'open science, la dimension de genre, l'éthique, la communication, l'exploitation des résultats, la dissémination. Voilà, on peut faire des retours sur le contenu de la candidature. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Marion. Donc toutes ces présentations, vous aurez ensuite accès depuis la page d'annonce de l'événement. Donc vous pourrez télécharger aussi bien la présentation du PSN que les présentations des établissements. Et maintenant, donc, je vais vous présenter 2 autres universités qui ont voulu présenter leur service d'accompagnement, mais qui n'ont pas pu participer à l'événement d'aujourd'hui, qui m'ont donc transmis leurs slides.
et c'est moi qui vais vous les présenter. Donc, la première université, c'est l'Université d'Angers. Donc, je repartage mon écran. Voilà, l'Université d'Angers, donc. Donc ici, vous voyez quelques chiffres clés. Donc, 26 000 étudiants, 13% d'étudiants internationaux, 2000 membres de personnel, plus de 20 diplômes internationaux conjoints et doubles, partie de l'Alliance européenne, et donc une université multidisciplinaire, santé, SHS, matériaux, mathématiques, végétales et environnement. Donc, le service Cap Europe de l'Université d'Angers. Vous voyez ici la présentation de leurs différentes missions. Donc, ils font de la veille information, sensibilisation, formation et détection de projets et de montage des propositions de projets. Donc, conseil à l'écriture, relecture, recherche de partenaires et aussi l'accompagnement pour la contractualisation, le suivi et la gestion des projets. Et donc, Cap Europe de l'Université d'Angers, avec l'Université de Nantes et l'Université du Mans, propose un dispositif qui s'appelle le tremplin vers les bourses postdoctorales MSCA. Donc, c'est un accompagnement collectif et personnalisé par le Cap Europe via donc d'abord l'identification des candidats pour chacun des encadrants en utilisant notamment des plateformes comme Euraccess ou MSCA B2 Matchmaking. Ensuite, donc, une fois que les candidats sont identifiés, les superviseurs et les candidats vont bénéficier des webinaires d'information, donc en anglais et en français, et d'une formation, donc d'un coaching en ligne. Et ensuite, donc, l'université va prendre en charge le déplacement avec 2 nuitées de chaque postdoctorant candidat qui va venir à l'établissement et qui va rencontrer son futur encadrant pour donc passer ces 2 jours à l'écriture du projet. Voilà, donc là, normalement pour l'appel... oui, donc vous voyez en bas le calendrier de ce dispositif tremplin vers les bourses postdoctorales MSCA. Donc, si vous êtes intéressé pour candidater à l'Université d'Angers ou Le Mans ou Nantes, aujourd'hui, il est peut-être un peu tard pour bénéficier de cet accompagnement pour l'appel 2023. Mais donc, dans tous les cas, contactez-les pour vous renseigner sur cette possibilité. Vous avez le contact ici. Et maintenant, je vais passer à la présentation d'une autre université qui propose également des services très riches pour accompagner des porteurs de projets MSCA. Donc, c'est Sorbonne Université. Eugénia, il y a Eleonora Zuolo qui est là et qui peut présenter apparemment. Et bah, très bien, tant mieux. Donc, il me semblait effectivement l'avoir aperçue tout à l'heure, puis je ne l'ai pas trouvée dans la liste des participants. Alors, Eleonora, je vais activer ton micro. C'est effectivement beaucoup mieux si toi, tu peux présenter plutôt que moi. Voilà, tu dois pouvoir allumer ton micro et partager ton écran. Il faut que tu allumes toi-même ton micro. Vous voyez? Oui, c'est bon, on le voit et on t'entend.
Très bien. Alors, je vais faire très rapidement. Je ne vais pas forcément présenter l'université. Vous avez le slide ici. Donc, je suis Léonora Ziolo. Je travaille à la direction recherche et innovation de Sorbonne Université. Sorbonne Université a environ 50 000 étudiants et plus de 3 000 enseignants-chercheurs, dont environ 120 unités de recherche. Je vais aller direct au but, c'est-à-dire vous présenter un petit peu la stratégie qu'on a développée depuis 2 ans à Sorbonne Université. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien avant, au contraire, mais on a essayé de vraiment considérer, de présenter tout ce qu'on fait sous la forme d'une stratégie, sachant qu'on a aussi ajouté des éléments. Je l'avais écrit en anglais parce que je croyais que c'était en anglais, mais en tout cas, le soutien, le support à la recherche, à la préparation de projets, comme vous avez présenté les autres collègues dans les différentes universités et organismes, c'est effectivement, ça se fait dans les facultés, donc la direction recherche et valorisation des facultés. Donc, c'est vraiment un support dédié à chaque postdoc qui candidate avec l'université dans toutes les phases de rédaction de projet et au-delà. Au niveau de ce qui est nouveau en 2022-2023, on a proposé cette année un masterclass, c'est-à-dire qu'on a proposé 2 jours de formation pour une série de postdocs qui ont été invités à Paris sur quelques jours. Et on a pu faire cela grâce à une identification des superviseurs, un petit peu ce que j'ai entendu aussi de Montpellier tout à l'heure, l'identification des superviseurs qui s'est faite en 2022 avec une liste des thèmes qui ont été proposés par les superviseurs pour attirer des postdocs. Et ensuite, cette liste a été diffusée sur Euraccess et sur Academic Positions. On réfléchit également, à partir de l'année prochaine, à financer des postdocs qui n'auraient pas été financés par l'Europe, mais qui auraient obtenu le Seal of Excellence. Donc ça, c'est une mesure qui n'est pas encore effectivement confirmée, mais c'est sur quoi on réfléchit. Alors, du point de vue vraiment de la masterclass qui vient de se terminer, c'était la semaine dernière, on a donc identifié des superviseurs et des sujets, donc des thèmes qui nous ont été remontés par les superviseurs. Il y en avait 41 dans 28 unités de recherche et 38 superviseurs. Donc, ça a été une première fois assez, on va dire, bien reçu. Ensuite, on a publié ces thèmes, ce couple superviseur et thème sujet sur Access et Academic Position. On a reçu 180 expressions d'intérêt de la part de postdocs qui voulaient effectivement déposer un projet avec Sorbonne Université. On les a sélectionnés et sur la base de ces dépôts, on a sélectionné 18 postdocs qui ont participé à la masterclass, dont 10 ont été invités physiquement à Paris à passer quelques jours, donc tout frais payé par l'université. Sur ces quelques jours, le temps principal a été dédié vraiment à l'écriture du projet, à la rencontre avec le superviseur à l'écriture du projet et 2 jours de formation. Ensuite, il y aura probablement, par rapport à nos calculs, une trentaine de projets qui seront déposés en septembre, ce qui reste effectivement dans la norme de ce qui est déposé chaque année avec Sorbonne Université, à peu près 25 à 30 dépôts de projets par an. Et on a obtenu en Horizon 2020 au total 46 projets Marie Curie, postdoctoral fellowship, les anciens individual fellowship. Juste pour vous donner une idée effectivement, de comment on est organisé, mais voilà, ça faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer, mais effectivement, il y a à peu près 40 personnes qui travaillent sur tous les métiers du soutien à la recherche, dans les directions recherche et valorisation des facultés, des 3 facultés et à la direction recherche et innovation au niveau central. Et donc, je compte effectivement tous ceux qui montent les projets, mais ceux aussi qui travaillent sur les aspects financiers, c'est-à-dire tout ce qui est post-award, les juristes et ceux qui font de la formation, comme par exemple ma collègue Lucie Salvaudon et moi, au niveau central. Si jamais effectivement vous voulez contacter, ça vous intéresse en tant que postdoc de contacter les facultés, vous voulez déposer un projet avec nous, je vous conseille d'utiliser ces adresses génériques pour la faculté de sciences, la faculté de médecine et la faculté de lettres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eleonora, pour cette présentation. Donc, voilà,
voilà, ça permet à nos participants d'avoir un aperçu de ce qui se fait à l'échelle des établissements. Et donc, bravo à tous les établissements pour tous les services que vous avez organisés pour les porteurs de projets. Alors, il faut que tu arrêtes le partage de ton écran, je pense, Eleonora. Parce que là, voilà. Parfait, merci. On a un peu dépassé le temps dédié initialement à cette session, mais on va quand même prendre encore quelques questions. J'ai l'impression que les questions qui ont été dans le chat ont déjà été toutes traitées et il y a... Oh, pardon, j'ai levé la main sans faire exprès. Il y a eu quelques mains levées. Oui, c'est Monsieur Vlasov. On vous laisse... hop, je vais vous activer votre micro. On vous laisse prendre la parole. Il faut juste que vous ouvriez votre microphone. Oui, bonjour. 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 En fait, donc ma question, c'est déjà, est-ce que, j'en ai plusieurs petites questions, mais j'espère que, voilà, rapidement. Est-ce que dans le dossier, il faut déposer des documents qui sont liés non seulement à moi, mais aux institutions, c'est-à-dire à l'administration? Est-ce qu'il s'agit seulement de la lettre de commitment? Est-ce que c'est la seule, finalement, le seul document qui est nécessaire de la part de l'administration? Oui, c'est le seul document que vous avez à remettre. Dans le cadre d'une Global Fellowship, le seul document qui est demandé, c'est la lettre d'engagement. Et dans une European Fellowship, il n'y a pas de document à remettre. Ok, génial. Je vous remercie beaucoup. Et du coup, il me semble que j'ai déjà posé cette question, mais j'essaie de le reposer parce que je regardais donc encore par rapport à cette histoire de lettre, la forme de cette lettre, qui la signe. Est-ce que c'est la professeure donc, qui m'invite, par exemple au Canada, à Concordia Université? Mais la question, est-ce que cette personne doit être représentante de cette université, en sachant que dans la lettre, dans la type de lettre, j'ai vu la phrase « Je déclare par la présente avoir le droit d'engager dans cette démarche l'entité que je représente ». Donc, ce que je veux dire, c'est que si c'est une autre personne qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas mon travail, mais qui est celui de l'administration, qui m'invite, parce qu'elle est plus représentative administrativement de l'université. Voilà, je suis un peu confus par rapport à ça. Tu veux répondre, Eugénia ou... C'est comme tu veux. Il faut que la personne qui signe la lettre d'engagement soit une personne habilitée à engager l'établissement. Une professeure, elle ne peut pas engager l'établissement. Il n'y a que le président, le recteur d'une université, le PDG d'une société qui peut engager sa structure dans un projet. Donc, il faut que ce soit un représentant légal. Et c'est vraiment pas important que vous connaissiez, enfin, que la personne qui signe cette lettre connaisse votre travail ou pas. Ce qui compte, c'est que cette personne soit habilitée, enfin, ait une délégation de signature pour pouvoir engager l'établissement qui va vous accueillir. Et de toute façon, honnêtement, les évaluateurs ne vont pas aller regarder le nom de la personne qui a signé la lettre. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une lettre qui juridiquement soit valide. Et donc, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit signée par un représentant légal. Parce que peut-être aussi préciser que les laboratoires, en général, ce ne sont pas des entités légales autonomes. Donc, si, bon, après, je ne sais pas, peut-être que c'est organisé différemment au Canada. Donc, si l'établissement en question a une entité juridique propre, dans ce cas-là, peut-être que son directeur, il peut aussi signer. Mais normalement, donc en France, en tout cas, les laboratoires, ce ne sont pas des entités légales autonomes. Donc, le directeur de laboratoire, il ne peut pas engager la responsabilité. Donc, ce n'est pas le laboratoire qui est partenaire du projet, c'est l'établissement de tutelle, donc l'université ou le centre de recherche. Et donc, puisqu'il s'agit dans votre cas d'un établissement au Canada, renseignez-vous par rapport à cet établissement. Est-ce qu'il a une entité juridique propre ou est-ce qu'il est sous la tutelle de l'université et dans ce cas-là, ce sera effectivement uniquement le directeur ou le président de l'université
qui sera habilité à engager la responsabilité de l'établissement. D'accord. Ok, très bien, merci. Juste une autre question, une petite question, cette histoire de peak number. Using the cost, est-ce que le peak number, c'est l'organisation host, celui qui m'invite, aussi celui qui pose le dossier? En fait, il y a plusieurs peak number. Est-ce que l'associated partner aussi doit avoir son peak number, c'est ça? Ou... Oui, c'est ce que je vous ai mis dans le chat, c'est que en fait, vous allez avoir, en fait, le PIC, c'est le numéro d'identification unique pour chaque établissement. Donc, en fait, quand vous avez ce numéro, quand vous le rentrez dans la partie A en ligne, ça va automatiquement générer toutes les informations qui sont liées à cet organisme. Et quand on est dans une global fellowship, on a obligatoirement 2 PIC. On a celui de l'organisme avec lequel on dépose, donc celui qui est en Europe, dans un État membre ou un pays associé à l'horizon Europe. Et il y a aussi le PIC du partenaire associé, celui qui est localisé dans un pays tiers. Donc là, soit l'organisme pays tiers, il a déjà l'habitude de déposer des projets européens, donc il a déjà un code PIC. Et s'il n'en a pas, c'est pas grave, vous pouvez le créer. Et donc, vous aurez un PIC provisoire le temps du dépôt de la proposition. Et si jamais la proposition venait à être financée, dans ce cas-là, la Commission européenne validera le PIC du pays tiers, enfin de l'organisme du pays tiers. Ok, super, très clair, merci beaucoup. Et une toute petite dernière question très rapide, je suis désolé de vous prendre autant de temps. Alors, c'est dans la partie A, superviseur, researcher, contact person. Et moi, je suis chercheur, mais en même temps, est-ce que c'est moi qui pose ce dossier ou est-ce que c'est mon superviseur qui pose ce dossier? C'est pas très clair pour moi quand j'ai commencé à remplir la partie A, en fait. Dans la partie A, vous mettez en chercheur, c'est le boursier. Donc, c'est vous. Oui. En superviseur, c'est votre encadrant chez l'établissement bénéficiaire. Donc, probablement la professeure dont vous... Ah non, je suis le bénéficiaire, donc en Europe. Ouais. Et ensuite, les contact persons, ça va être les personnes qui ont besoin, donc toujours du bénéficiaire, hein, puisque c'est dans le même bloc bénéficiaire qu'on va ajouter ces contacts. Donc, le chercheur, l'encadrant. Et en contact person, il peut y avoir les personnels des services support qui ont besoin d'accéder à la partie A parce que ce sont des personnes qui travaillent avec vous, donc souvent des personnels administratifs, et qui vont vérifier que les formulaires sont bien complétés. Et ensuite, toutes les personnes qui ont accès à la proposition, donc qui sont listées dans les contacts, ont la possibilité de soumettre. Donc, que ce soit soumis par vous, par l'encadrant ou par un personnel support, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce soit soumis dans les temps. Ça n'a pas d'impact sur l'évaluation. Qui va cliquer sur Submit à la fin? D'accord, parce que si c'est le superviseur qui est en charge du dossier, c'est lui qui doit cliquer finalement, non? Peu importe, c'est vous, lui ou une personne contact. Peu importe, il faut juste que quelqu'un soumette au bon moment, mais enfin avant la deadline, quoi. Mais peu importe que ce soit l'encadrant, le boursier ou une personne contact. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci. En prie. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Nous allons donc pouvoir clôturer cette session. Donc, je remercie encore donc, mes collègues, Morgane Bureau, Vanessa Tixier, Chloé Richard pour cette session, ainsi que les intervenants des établissements qui ont présenté leur service Europe aujourd'hui, donc le CNRS, l'IRD, l'Université de Montpellier, l'Université d'Angers et Sorbonne Université et l'INSERM. Et donc, pour rappel, la présentation sera prochainement disponible sur la page d'annonce de l'événement, mais il faut nous laisser quand même quelques jours, une petite semaine, pour que la vidéo soit convertie et mise en ligne. Et donc, c'est là-bas que vous retrouverez également toutes les présentations d'aujourd'hui. Le PC reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre par mail ou via la page contact du portail national. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.